Arnaud Alfred. À l'occasion des 120 ans de leur confédération, des militants CGT du ministère de la Culture ont souhaité recueillir le témoignage de l'un des fondateurs de leur syndicat, Alfred Piquet. Je te donne le petit mot de Franck Guéret, qui est donc notre secrétaire général avec Valérie, qui voulait absolument te transmettre un petit mot pour toi. Voilà, puisqu'on venait jusqu'à toi, nombreux. Je crois avoir fait le maximum de ce que je pouvais pour sortir les uns et les autres de la merde et moi avec, parce que c'est ce que je disais à l'administration. Vous vous défendez. Mais j'ai dit, si je me défends pour eux, je me défends pour moi en même temps. Je suis dans l'eau, moi. Je suis né le 10 mai 1931, bientôt j'aurai les 84 ans révolus. Bien avant la guerre, jusqu'à 1929, ils avaient eu avec ma mère 3 enfants, 2 filles et un garçon, qui était le deuxième, une fille qui était l'aînée et une autre qui était mon aîné à moi. Ma mère, bon, c'était pas des bigots, pas du tout. Mon père, lui, mais pour le calme, il avait fait baptiser les 3 premiers. Mais à l'époque, il avait été commis dans le château de Cornille, que je vous ai dit, et il logeait dans les étables. Et moi, je suis né dans la crèche, mais la crèche des veaux ou des vaches, j'en sais rien. Et à l'époque, ce bourgeois avait un curé qui venait faire la messe à la chapelle du château. C'était une ordure finie. Il a voulu entreprendre mon père. Mon père patientait bien, mais un beau jour, ça dépassait la limite. Mon père l'a pris par les peaux des fesses. Il était dans l'étable et il l'a sorti avec perte et fracas. Et moi, j'étais né à l'époque, mais j'étais pas... Et il venait toujours dire, quand est-ce que vous ne faites pas baptiser? Mon père n'était pas pressé. Puis quand il a sorti, il a dit, il ne sera pas baptisé, et vous ne reposez plus les pieds à l'étable, si je suis là. Mais le patron, il est venu, il a dit, oh, mais moi, je ne peux pas vous garder, ceci, cela. Alors, c'est de là que mon père a décidé de prendre un petit atelier, de faire ses sabots, lui-même, parce que son père était sabotier, déjà, il savait. Et finalement, ils se sont installés à Ligueux, où mon frère réside encore, enfin, pas dans le bourg, mais dans un petit village à côté, et où mon frère le plus jeune est né. Et ni mon frère ni moi, du fait, non, on n'a pas été baptisés. Et j'approuve, et je signe à 100%, je ne blâme pas, mais je dis que c'est une honte de baptiser des enfants qui n'ont pas l'âge de raison. Moi, je suis pour la liberté totale, mais la liberté décidée par soi-même. J'ai horreur qu'on m'impose les choses. J'ai eu le caractère révolutionnaire très vite. J'ai commencé à être contre mon père. Et je vais vous dire pourquoi. C'est marrant, mes 2 sœurs et mon frère aîné, ils avaient fait ils avaient été baptisés, ils n'ont pas fait leur communion. Ils avaient été baptisés, et moi, arrivant, dès que je suis, pourquoi pas moi? Et à l'époque, c'est pas qu'il était sot, mon père, mais comment expliquer? Comment mélanger des gosses à un problème? Surtout qu'entre-temps, la guerre est arrivée. J'avais que 9 ans. Je les avais même pas. En 1939, au mois de septembre, j'avais 8 ans et demi. Mais c'est pendant la guerre que j'ai posé, mais pourquoi? Parce qu'on avait un curé et sa sœur qui lui servait de bonne, quoi. Et elle venait toujours à la maison, disait à ma mère, ceci, cela, et puis surtout quand mes parents ont pris l'épicerie. Elle venait, bon. Mais ça, mon père, il disait, non, pas question, pas question. Puis moi, je voulais savoir. Et j'avais une grand-mère qui, bon,
À l'époque, là, elle n'était pas bigote, mais elle croyait. Et un jour, en fouillant chez eux, j'ai découvert la Bible. Sans rien dire à mon père, j'ai lu la Bible. Et j'en ai lu de certaines choses qui valent le coup. L'Ancien Testament, pas le Nouveau. Puis un beau jour, j'ai reposé, j'avais 16 ans à ce moment-là. J'ai posé à mon père la question, et c'était en 1948. J'étais apprenti à l'époque. J'ai dit, papa, je sais pourquoi tu ne voulais pas. Mais pourquoi? Ben, j'ai dit, je sais. Tu ne voulais pas parce qu'il y a trop de choses qui ne te conviennent pas, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il y a dans... Mais la Bible, qu'est-ce que tu en sais? Qu'il me dit, qu'est-ce que j'en sais? J'ai dit, la Bible, je l'ai lue. Où tu l'as lue? Ah, j'ai dit ça, j'ai dit, il est capable d'aller la chercher chez ma grand-mère pour la foutre. Mais je l'ai lue. Alors il m'a posé quelques questions, il a vu très vite que je l'avais lu, on n'en a jamais plus parlé. Mais c'est là que je lui ai dit, ben, tu sais papa, tu as eu raison. Je dis, parce que moi, si je veux, quand je serai majeur, je me ferai baptiser si je veux, tu ne pourras pas m'empêcher. Mais j'ai dit, ça m'étonnerait, parce que d'après ce que j'ai lu, je ne suis pas d'accord du tout. Au contraire. Son travail... D'accord, de sabotier. De sabotier. S'il avait eu des sous pendant la guerre, de quoi s'acheter une machine pour faire les... Hein, il aurait fait fortune, parce qu'il creusait les sabots à la main, hein, Ouais. et dans du noyer. Ouais. Oui, noyer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, ou peut-être pas eu le temps de bien le remarquer, mais sur chaque bordure de la cheminée, j'ai une paire de socs qu'on appelle. Ça, c'est mon père qui les avait faits. Je devais les mettre, et puis moi, je ne les ai jamais mis. Ben, des coups, je les ai mis là, j'ai dit, en l'honneur de mon père. Ouais, oui. Ah ben, c'est les souvenirs de l'occupation. C'était surtout quand, à partir de 1941, quand les Allemands ont franchi la ligne de démarcation, qui sont venus occuper Périgueux, la Dordogne et tout. Et ça a failli faire d'ailleurs beaucoup de mal, parce qu'à Périgueux, on avait un régiment d'infanterie coloniale qui avait été... Il y en avait plusieurs qui s'étaient regroupés, et ils ont failli se relancer dans la guerre. Hein. Certains sont allés au maquis. Mais déjà, j'ai eu mon père qui, lui, organisait les maquis. Ah oui. Mon père... Quand les gars, on leur disait, vous allez partir au camp de jeunesse, alors certains qui, avant de partir, tu devrais aller voir le père Piquet. Et mon père, bon, il les laissait parler, il voyait, puis comme il les connaissait, il savait s'il pouvait leur conseiller ou à droite, ben vous savez, c'est vous qui voyez, hein, parce que... Mon père était communiste, mais avant d'être communiste, il était franc-maçon. Et alors, ça remonte. Et dans les francs-maçons, il y a plusieurs loges. Effectivement, la Dordogne, pas simplement la Dordogne, et une partie du Limousin a été un des bastions de la franc-maçonnerie populaire. C'était pas sorti de la noblesse, cela, c'était le peuple. Et effectivement, la solidarité a été très forte. Mais ça, c'est les traditions locales. Hein. Le FTPF, c'était bien des gens du pays. Hein. Il y a eu des émigrés, effectivement. Il y a eu des Espagnols. Mais c'était bien des Français. Parce qu'il y a des gens de la Dordogne qui sont partis en Espagne, combattre Franco. Hein. Et puis bon, on en a tellement vu pendant la guerre, ils ravitaillaient le maquis et tout ça. J'ai même un gars qui était le meilleur copain de mon père. Avant la guerre, ils se chassaient ensemble. Et ils se sont fâchés, enfin l'autre s'est fâché, parce qu'il était forgeron, et il y avait 2 forgerons dans la commune, et un des 2 forgerons, un nommé Picot, il a été rappelé à la guerre. Et l'autre, il croyait avoir les clients des 2 forges.
Mais la femme de Picot, qui était son mari, elle a demandé à nommer, oh ça y est maintenant, enfin un autre forgeron, mais d'une commune à côté, d'assurer 2 ou 3 fois. Et l'autre, ça lui a... Il s'est vexé. Et il est venu un jour, tout en étant ami à mon père, qui travaillait dans son atelier, en lui parlant, guetter l'autre. Et quand l'autre est arrivé devant, on avait un hangar, il a agrippé. Et puis, ah mais c'est qu'attention, il a agrippé mais il ne faisait pas le poids. Il s'est pris une branlée. Mais l'autre, quand il a été par terre, le hangar, enfin le garage était ouvert, il y avait une hache qui apparaissait. Il a pris la hache, il a voulu... C'est mon père qui la lui a arrachée des mains. Et l'autre, il a dit, oh là là, c'est trop grave, je porte plainte. Et il a porté plainte. Bon, il est parti, mais quand l'autre était parti, il est revenu voir mon père. Il dit, tu vas quand même pas dire... Ah, mon père lui a dit, écoute, tu as fait une connerie monumentale. Ça, si les gendarmes viennent me voir, s'ils portent plainte, moi je témoigne. Et c'est de là que l'autre, il lui en a voué à mort. Et il a essayé de le dénoncer 2 fois. Et il a fait. On avait un gars, comme on en rencontre dans les foires, le pauvre malheureux, il n'était pas sot pourtant. À l'époque, on avait des pièces de 5 centimes. Et bien, on les mettait par terre, il les prenait avec la langue par terre. Ou alors, on les collait au cul d'une poêle bien noire, il les ramassait pour dire, bon, mais on le prenait pour un sot, mais il n'était pas sot, bon, ça. Et pendant la guerre, il crevait de faim. Et bien, se nommait la Courari. L'a convoqué un jour, il lui dit, je te donne 1000 francs. Et je te paye un repas avec une bonne soupe et du poulet rôti. L'autre, nom de Dieu, c'était une fortune, hein. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, il faut que tu dénonces Piquet qui ravitaille les maquis. L'autre, il est sorti, moi je me souviens, j'étais chez ma mère dans le magasin. Il arrive en pleurant. Et mon père venait partir parce qu'il était bien vu de pratiquement toutes les personnes, même du curé. Parce qu'il allait chercher au canton, dans la commune de Savignac-les-Églises, la retraite ou la pension des gens tous les mois. Et il venait juste de partir. Ma mère le voit venir tout le temps. Valentin, mon père s'appelait Valentin, on l'appelait Justin ou Valentin. Est-ce que Valentin est là? Valentin, mais qu'est-ce que vous avez? Ma mère lui dit, calmez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je le voie, il faut que je le voie. Mais il vient de partir. Et puis il dit, vous ne savez pas ce qu'on m'a proposé. Alors il raconte. Ma mère, on était 5 à la maison, hein, 5 gosses. Elle a blanchi, dit le salaud. Mon père était parti. Quand mon père est revenu, lui, il est revenu, il pleurait comme un gosse et tout ça. D'ailleurs, ma mère lui a dit, vous restez, on n'avait pas grand-chose, mais elle a fait manger avec nous. Ah, il dit, plutôt crever que de dénoncer Piquet. Mais c'est un fou, c'est un dent. Du coup, mon père, quand même, avec ce témoignage, il est allé porter plainte à Périgueux, au commissariat de police de Périgueux. Et bien l'autre n'a fait ni un ni deux que le faire déporter en Allemagne. Il a été déporté à Dachau, avec d'autres personnes, et on sait que c'est lui. Et quand les gars, certains sont revenus, et qu'on a parlé de Jean Aymar, mais il y en a un qui dit, mais moi je l'ai bien connu. Oh, les gens disaient, c'est un pauvre bougre, mais c'est un bon garçon. Il dit, un pauvre bougre, le gars. Mais je peux vous dire qu'il est mort en héros. Il s'est comporté formidablement bien. Bon, mais il était mort. Et à la Libération, d'ailleurs, il y en a un qui... Il avait déposé une plainte, lui aussi, la Courari, à la préfecture de la Dordogne, à Périgueux, en disant que s'il lui arrivait quelque chose, il faudrait ouvrir cette lettre. Elle a été ouverte à la Libération. Il avait mis dedans que s'il était tué ou qu'il a arrêté par les maquis, que c'était mon père qui était responsable. Et là, du coup,
Mon père a dit, après la libération, je vais confirmer ma plainte au procureur parce que c'est pas normal que ce gars-là continue à faire le fanfaron après la libération. Je vous donne un 1000. Vous ne devineriez pas ce que le procureur de la République de Périgueux a dit à mon père. Mais enfin, monsieur Piquet, que voulez-vous? Vous êtes encore vivant. Alors là, moi, à ce moment-là, j'avais 15 ans et demi. Quand mon père est revenu, qu'il a dit ça, j'ai dit, moi, le moindre incartade, c'est moi qui le tuerai. Je tuerai la Croix-Rouge. Et ça a failli arriver à 2 ou 3 reprises. Hein. Puis bon, la vie a continué. Et quand moi je suis parti, que j'ai eu le problème de chômage, que je me suis engagé dans la marine, j'ai dit à haute voix à plusieurs personnes pour qu'on le lui redise, parce que quand je reviendrai, que j'aurai mon permis de chasse et que je serai à la chasse, s'il me voyait d'un côté, il ferait bien de prendre le sens inverse. Que sinon, je ne l'ai pas fait, effectivement. Mais une fois, j'étais revenu de Toulon, j'étais à Toulon, et je dormais comme à la campagne. Mes parents avaient le commerce, mais ils avaient un petit bout de jardin, ils avaient des poulaillers, tout ça. Mon père sortait le fumier pour le mettre, pour l'amener. Et l'autre, il avait des poules qui allaient dans le bout, partout. Elles viennent pour gratter. Mon père, c'est putain de poules. Il crie après. Et l'autre, il sortait. Il avait une forge sur le côté de la forge. Il disait, t'as des poules ici, tu touches. Il commençait. J'entendais ce bruit, moi, je dormais. J'en trouve les contrevents. Oh, je dis, le salaud. Il insulte mon père. Alors là, je me suis levé. On avait une sortie par derrière. Il y avait une barmine dans le jardin. J'ai pris la barmine. Mais j'ai dit, il faut contourner. Il y avait une halle, il y avait la route. J'avais bien, comme d'ici, au coin de la grange, à courir. Je me suis caché, puis j'attends. Il gesticule, ouais, c'est ça. Ah, pauvre ami, je prends mon élan. Il m'a vu. Oh, j'avais encore 10 mètres à faire. Il est rentré en vitesse. Il a à peine le temps de fermer la porte que la barmine a cogné contre la porte. Je dis, sors, espèce de fumier, salaud, moi je vais t'arranger, je vais te tuer. Si on n'a pas pu te tuer, les maquis ne t'ont pas tué, moi je vais te tuer. Je l'ai agonisé. J'ai dit, te sors plus, parce que... Ah mais ça, j'étais dans une colère. Mon père entend ce bruit. J'ai dit, arrête, hein. Tu vas pas me dire ce qu'il faut faire. J'ai dit, si ça remet en travers de notre chemin, sa femme peut commander le cercueil. Et puis, là, il s'est toujours méfié. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, si je vais en Indochine, lui, il n'emmerdera plus personne. J'ai dit, moi, je reviendrai peut-être pas, mais lui, il n'emmerdera plus personne. Eh bien, il est mort dans son lit, ce salaud. J'étais menuisier, charpentier, tonnelier. Et en 1950, on a eu, enfin depuis en 1949, on a eu vraiment une crise de l'emploi dans le bâtiment. Et moi, j'ai dû essayer de travailler à mon compte. Mais en travaillant à mon compte, parce que j'avais un patron que j'avais dû quitter, un nommé Dubois, qui avait une petite usine, il faisait tellement mauvais travail, j'avais beau lui dire qu'il a fait faillite, et moi, il ne nous payait plus, je l'ai quitté. Je me suis installé à mon... Je ne me suis pas installé à mon compte, mais les paysans me savaient qu'ils m'ont pris. Et mon ancien patron, lui, m'a dénoncé. Et comme mon père était sabotier et ma mère tenait une épicerie, il ne pouvait pas dire que j'étais apprenti chez lui.
Et comme il aurait fallu que je sois déclaré, mais je n'avais pas 21 ans à l'époque. Je ne pouvais pas me déclarer. Donc c'est un copain, enfin un copain, un ami à mon père qui travaillait à la sécurité sociale à Périgueux, qui m'a appelé, il m'a dit, voilà, il y a une annonce, tu es dénoncé par la sécurité sociale, il faut que tu trouves une situation. La situation a été vite trouvée quand j'ai vu ça. On était 5 de famille, mes parents avaient vraiment du mal à élever les enfants. Chacun bricolait un peu de son côté, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Hein. Alors j'ai décidé, moi, de partir dans la marine. Je me suis engagé dans la marine. J'ai pris 5 ans et c'est là que j'ai étudié le droit et tout. Et je suis devenu secrétaire militaire et j'ai même été secrétaire d'état-major. J'étais au secrétariat de l'escorteur rapide Hoche, le commandant, et qui relevait du commandement de Méditerranée. Et c'est de là, et quand je faisais mes classes, la lettre est arrivée de la sécurité sociale, mais là j'étais sous la responsabilité de l'État, ils ont répondu que ça a été annulé. Mais sinon, c'est mes parents, mes pauvres parents, qui auraient dû payer. Et comme ils n'auraient pas pu payer, où ils vendaient le magasin, c'était affreux. Alors j'ai dit, mais mon père n'a jamais su que mon ancien patron m'avait dénoncé. Parce que je le connaissais, il aurait pris son fusil, il l'aurait tué. Par contre, lui, quand il a su que je partais, il m'a dit, il ne voulait pas que je parte dans la marine, parce que tu vas devenir un voyou, enfin, j'ai eu droit à toutes les épithètes. Hein. Finalement, bon, j'ai essayé de parvenir un voyou. Mais il m'a dit, c'est lui qui m'a amené à la gare de Ligueux, m'a valise sur un vélo, et il m'a dit, si tu as besoin de quelque chose, tu n'auras qu'à le demander. Je savais ce que ça voulait dire. C'est pénible, hein. Je peux dire que quand je suis parti jusqu'à Bordeaux, je prenais le train de Périgueux à Bordeaux, ça a été. Mais après 2 nuits, j'ai pris le train de Bordeaux pour Rochefort, où j'allais pour signer mon contrat. Eh bien, je puis le dire, je n'ai pas de honte à le dire, j'ai pleuré tout mon sou. Parce que ça me faisait mal, ce que mon père m'avait dit. Et je sais que s'il avait su, il aurait compris. Mais je sais que ça aurait été pire. Et jamais je lui ai dit. Par contre, quand je suis revenu, que j'ai vu le patron, c'était un déchet, quoi. Il était devenu ivrogne. Il avait une belle femme à l'époque qu'il avait quittée parce qu'il n'y avait plus de pognon, alors au revoir et bonsoir. Et bien, le pauvre, moi je lui ai dit, mais... qu'il me dit, t'es revenu. Ah, j'ai dit, oui, tu vois, t'as pas réussi à me foutre dans la merde, mais toi, tu y es bel et bien maintenant. Moi, je m'en suis sorti et toi, t'es dans la merde. Moi, j'étais dans la marine de 50 à 55. En 52, on a parlé de nous envoyer d'office en Indochine. Moi, je n'étais pas volontaire pour y aller, pas du tout. J'étais secrétaire du commandant, déjà, bon, j'aurais voulu même naviguer plus que je naviguais, parce que mais aller en Indochine, j'étais contre. D'ailleurs, au début, j'étais obligé de faire taire des gars, parce qu'ils me disaient, ah ouais, toi, t'es pour le Viet Minh. C'est pas croyable, les jeunes cons conscrits, ceux qui peuvent être cons, hein, quand ils ne sont pas éduqués. Je suis resté à Toulon. J'étais au bord de l'escorte, j'étais en service à la base, mais je supposais être en service parce que de temps en temps on prenait la mer sur la Romanche. Et après j'ai été sur l'escorteur rapide Hoche jusqu'à la fin, jusqu'à ma libération. Eh bien, c'était en avril 55. Parce que moi j'ai signé mon contrat le jour de mes 19 ans. Et comme je vous ai dit ce matin dans la nuit,
J'ai fêté un bon anniversaire. J'ai passé un concours au titre des anciens combattants. Parce que avec 5 ans de marine, moi j'avais que mon certificat d'études. Hein. Mais enfin, j'ai gagné beaucoup plus en faisant. Mais c'est pas sanctifié par un diplôme. J'avais fait l'école des fourriers à Cherbourg, tout ça. Ça te donne intérieurement, mais extérieurement, c'est 0. Et là, quand je suis parti, j'avais droit à un pécule. Ou le droit à passer les concours des emplois réservés. Moi, j'ai choisi de passer un concours d'emploi réservé. Celui que je voulais passer, c'était même pas du droit, j'aurais voulu être à l'EDF. Parce que j'avais un copain qui m'avait dit, c'est bien. Puis alors à l'EDF, ils ont fait comme dans la marine. Ils m'ont dit, vous êtes SAM2B, c'est-à-dire que soi-disant, je ne distinguais pas les couleurs de l'œil gauche. Parce que l'œil gauche, depuis l'âge de 12 ans, j'ai 2 dixièmes. Et là, donc, pour eux, vous êtes SAM2B. Au début, dans la marine, j'avais dit, mais SAM2B, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, vous ne distinguez pas les couleurs. Je dis, vous foutez de ma gueule? Mettez-moi des couleurs, je vous les distinguer. Mais vous ne les distinguez pas de l'œil gauche. J'ai dit, mais je les distingue bien de l'œil droit. Alors que j'y vois pas de l'œil gauche, je dis, je le sais. Et là... Et donc, on n'a pas pu me prendre à l'EDF à cause de ça. Et c'est là que je me suis retourné vers le concours administratif, d'adjoint administratif au titre des emplois réservés, et j'ai été reçu dans les premiers. Et donc, normalement, quand on est reçu, on attend 3-4 ans avant d'être nommé. Là, j'ai été nommé dans les 6 mois. D'ailleurs, ça a dû paraître au journal officiel en septembre 55, et je suis rentré, non, septembre 56, je suis rentré en 57 au mois d'avril. Entre-temps, quand je suis démobilisé, je suis rentré à la compagnie électromécanique du Bourget, où très vite, je suis devenu délégué CGT de l'usine électrique. Et c'est là qu'effectivement, je pense que c'est fin 55 que j'ai pris, oui c'est 55, j'ai pris ma première carte à la CGT. J'avais ma carte au Parti communiste depuis 46. Et c'est là que je me suis retourné vers le concours administratif, d'adjoint administratif au titre des emplois réservés, et j'ai été reçu dans les premiers. Quand tu es rentré à l'éducation nationale, oui. Là aussi, tu t'es engagé syndicalement? Dans quel syndicat? Le syndicat général des personnels administratifs de l'éducation nationale qui appartenait à la Fédération de l'éducation nationale et recherche. Allez, 3 mois après mon arrivée, j'ai pris la responsabilité de la section de l'architecture, qui était rue de Valois. C'était la direction générale de l'architecture, rue de Valois. Le service des objets mobiliers et objets d'art. J'étais au service de M. Bruchet, qui a écrit d'ailleurs un livre sur la protection des objets mobiliers et objets d'art. La création du ministère de la Culture. Ah, la création du ministère de la Culture, c'est quand Malraux a été nommé ministre d'État de la Culture et de l'Information. En 59 qui s'est installé. Et au mois d'avril, quand Guy Mollet est allé chercher De Gaulle à Saint-Cloud. Et là, Malraux a tout de suite décidé, quand il a été nommé, que une partie des œuvres culturelles, enfin des directions culturelles de l'éducation nationale, il les rattacherait à un grand ministère de la culture. Et là, je me souviendrai toujours quand Malraux nous a reçus. C'est la première fois. Le salaud, il était bien renseigné quand même. Hein. Et ça, là,
On a rigolé parce que déjà, j'étais connu, j'étais déjà responsable de la section syndicale CGT de la direction de l'architecture. On avait un syndicat indépendant, la personne qui le représentait était une administratrice civile. Il y avait l'ACFTC, c'était mon sous-directeur. Il y avait FO et la FEN, qui se disait effectivement, ils étaient les plus représentés. Il n'y a personne pratiquement d'autre. Et alors la CGT qui s'était construite, mais on commençait. Et alors les autres ils nous reçoivent, bon, alors ils s'adressent, parce qu'ils savaient. Le syndicat indépendant, c'était le syndicat des cadres. Une bourrique, nom de Dieu. Elle était agréable quand elle avait bu un coup. Ah oui, ça. Alors, c'était que des fleurs à Malraux. Punaise, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça, c'est du syndicalisme. Moi, je ne bougeais pas. Ah, il fait le tour. Et puis, quand il a eu fait le tour des autres, il me dit, et vous, monsieur Piquet, soyons francs, comme dans le Parti communiste. Les autres, ils sont partis en rigolant. Moi, stoïque, rien. Il n'a pas répondu. Ah non, non, j'ai dit, mais parce que je savais qu'il était un tantinet provocateur. Mais quand on a commencé à discuter les problèmes syndicaux, alors ils sont tous passés sous la table. Alors là, il a vu que là, on s'est accroché. Et c'est de là qu'après, il nous est venu l'idée de baptiser le premier journal syndical, qui était le premier journal syndical CGT de la culture. On l'a appelé l'Espoir. Au début, ils prenaient ça, mais on n'était pas séparés. Il a fallu attendre début 60 pour qu'on soit vraiment séparés, que les ministères soient vraiment créés. Bon. Et là, entre-temps, je m'étais assis syndicalement. Les gens commençaient à craindre un peu. Alors, Malraux avait convoqué les syndicats pour leur demander ce qu'ils pensaient du transfert obligatoire des personnels des directions, parce qu'il avait déjà les directions, elles étaient dans son... mais le personnel, on était toujours attaché à l'éducation nationale et géré par l'éducation nationale. Et bon, moi, d'emblée, j'ai posé le droit d'option. Les administrateurs et les chefs de service, tous, droit d'option. Ça, il n'y a pas de raison. Alors, c'est là que Malraux a dit, mais enfin, c'est un beau ministère, le ministère de la Culture. J'avais répondu, mais je n'ai rien contre le ministère de la Culture. Mais j'ai dit, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont rentrés à l'éducation nationale, que ça représente quelque chose pour eux, et que moi, personnellement, je suis contre qu'on leur impose quelque chose. S'ils veulent rester, ils restent. S'ils veulent partir, qu'on leur accorde. Alors, les débats et tout. En finale, la catégorie A', c'est-à-dire les attachés et les secrétaires d'administration principaux, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des secrétaires administratifs, c'était des secrétaires d'administration. Ceux qui n'étaient pas principaux étaient sommet de catégorie B, les autres étaient début catégorie A. Et tous les autres, on nous a intégrés d'office. D'office. Le seul choix qui a été arraché, c'est pour les chefs de service et les administrateurs civils. Moi, je les ai mis en garde. J'ai dit que vous manquez de solidarité vis-à-vis des autres catégories. Si vous arrive quelque chose, venez pas vous plaindre. J'avais déjà un petit point, le syndicat marchait pas mal. Il fallait désigner un directeur général ou un directeur de l'administration générale. Nos chefs de service, certains pensaient être nommés. Ils ont bien nommé
une femme, Madame Vallée, qui faisait fonction de directrice de l'administration générale. C'était une belle garce, mais je dois reconnaître qu'elle a fait un travail formidable pour créer l'administration générale, la mise en place. On s'est battu comme des chiffonniers, parce que mais au point de vue mise en place d'un service, je suis obligé, l'honnêteté m'oblige à dire qu'elle a fait du sacré boulot. Mais comme elle faisait partie des cadres qui avaient opté, qui voulaient rester rattachés à l'éducation nationale, quand le ministère Malraux a voulu nommer un directeur, vraiment que l'administration, elle a pris effet du 1er janvier 1961. Hein, de fin 59, tout ça, elle a été remerciée, comme une malpropre. Et tous disaient, mais Malraux va être obligé de choisir un directeur d'administration générale parmi les administrateurs ou les directeurs existants. Tintin, il est allé chercher. Ils ont fait un recours. Les syndicats indépendants, ils ont fait un recours. Et là, c'est une histoire vraie du syndicat, ça. Le responsable du syndicat indépendant, qui n'était plus la femme, mais qui était un homme, le nom m'échappe maintenant, mais il a tellement peu d'importance, mais il était chef de service au Louvre, à l'administration du Louvre. Il est venu me trouver, il m'a demandé audience. Il m'a demandé audience, il vient. Et comme il savait que j'étais à Poigne, il a osé, ce monsieur, me demander d'intervenir pour qu'on choisisse le directeur ou la directrice de l'administration générale parmi les cadres. Parce que ce qui leur est arrivé, ben je vais vous le dire, moi, ils ont eu le droit d'option. Parce qu'en 1960, fin 60 et début 61, à l'éducation nationale, ils faisaient partie des mêmes commissions administratives paritaires et ils se déclaraient un certain nombre de postes de directeurs, sous-directeurs, et chefs de service vacants. Et eux, ils ont voulu rester indépendants, et rester gérés par l'éducation nationale, tout au moins jusque-là. Ils avaient fait, parce qu'on l'a su plus tard au début, mais à l'éducation nationale, qui n'était pas fou, le ministre, lui, l'a fait le contraire. Tous les promus qui ont été pris étaient des corps qui étaient dans l'éducation nationale. Il n'y en a pas un qui était aux affaires culturelles, qu'il soit aux archives, au Louvre, aux arts et lettres, ou à l'architecture, pas un seul qui a été nommé. Ils sont trouvés. Et quand après, ils croyaient que l'autre, il l'a passé, il est allé chercher un roturier. Et ils ont fait un recours. Il n'a pas le droit. Eh bien, s'il avait le droit, ils ont perdu le recours. Et c'est là qu'il est venu me dire, mais il faut... J'ai dit, mais vous avez été solidaire avec nous quand on nous a mutés d'office? Qu'est-ce que je vous avais dit? Pas forcément à vous, mais vous étiez dans la bande. Qu'il ne faudrait pas venir se plaindre plus tard. Alors j'ai dit, oui, je pourrais faire quelque chose. Et je crois que je serais entendu si je le faisais auprès du ministre, parce que j'avais déjà gagné quelques galons. Mais j'ai dit, ne comptez pas. J'ai dit, moi, quand on nous a tourné le dos, allez vous faire voir, démerdez-vous. Et il y a plusieurs à l'époque, administrateurs, qui du coup ont adhéré à la CGT. Parce qu'ils ont dit, c'est vrai qu'ils ont eu raison. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, après, il y a eu des bagarres et tout. Mais les administrateurs, là, je peux dire, se sont fait cocufier. Parce qu'en plus de ça, tous les postes de chefs de service, les directeurs et tout, Malraux les a pris dans les anciens administrateurs des administrations des colonies. Ça a été une sacrée bagarre. Mais je puis vous dire, et ça, l'UGFF le savait, même la CGT au point de vue confédéral, le cabinet du ministre, le ministre m'a fait appeler et il voulait me nommer conseiller technique pour les problèmes de syndicalisme, pour les rapports avec les syndicats. Bien tenté. Alors,
un fonctionnaire, il va où on le met. Hein. Moi, je n'ai parlé à l'UGFF. C'est Marius Berthoud qui, à l'époque, était le responsable de l'USFS, l'Union syndicale des fonctionnaires de la Seine. Et bon, moi, j'étais membre du bureau. Et là, je leur ai dit, mais hein, il m'a dit, mais s'ils veulent te nommer, ils te nomment. Alors, moi, j'ai dit au directeur de cabinet, quand il m'a dit, alors, vous avez réfléchi J'ai dit, réfléchi à quoi? Eh bien, à ce qu'on vous a proposé, mais j'ai dit, moi, je n'ai pas à réfléchir. La seule chose que je lui ai dit, si vous me nommez, je m'engage à faire mon travail correctement, mais je ne changerai rien à mes responsabilités syndicales. Il commençait à tiquer. Ah, mais il dit, mais non, c'est que nous, on est prêts à vous nommer, mais il faut que vous demandiez le poste. Là, ça s'est sorti net. J'ai dit, mais vous vous foutez de moi. J'ai dit, c'est pas avec un budget misérable comme vous avez au ministère de la Culture que vous allez m'acheter. Je ne suis pas vendable. Alors ça a mal démarré après. Le directeur de cabinet il était heureux. Et on s'est accroché. Et finalement, un jour, c'est un des chauffeurs de Malraux qui me l'a dit, lui-même. Il m'a dit, mais 2 ans après, hein, il m'a dit, toi, t'es considéré. Ils te combattent, parce qu'alors, au début, hein, ils m'ont mené la vie dure. Hein. Je me suis bien vengé après, mais nom de Dieu, ils m'en ont fait voir. Hein. Il y a même Perchet qui m'a dit un jour que s'il voulait me foutre à la porte. Eh ben, j'ai dit, essayez toujours. J'ai dit, vous savez, vous pouvez toujours essayer. J'avais été pour défendre un copain. Un nommé Benz. Ben, j'ai dit, vous savez, je peux le foutre à la porte. Vous pouvez me foutre à la porte. Mais j'ai dit, je sais défendre les copains, je saurais me défendre, mais j'y ai sorti à Perchet. Mais s'il le faut, la grande maison me défendra. Il n'a pas pipé bon, parce que le salaud, il n'aurait jamais dû être directeur général de l'architecture. Jamais. Quand c'était un architecte en chef des bâtiments civils ou des monuments historiques qui était prévu pour être directeur général. Et le directeur général de l'architecture en 1940, c'était un architecte, le nom je l'ai su, mais là je ne vous dirai pas. Hein. Il était juif. Il a dû quitter parce que... Hein, et normalement il aurait dû être renommé en 1945. Mais à l'époque, Perchet avait adhéré à la CGT, il est allé pleurer à la Confédération pour qu'on le soutienne, pour qu'il soit nommé directeur général à l'architecture. Et il y en a beaucoup qui ne le savaient pas, et moi, quand j'ai créé la section syndicale, avant de créer le syndicat, la section syndicale CGT de l'architecture, c'est un contrôleur des travaux, je ne faisais pas de bruit, je savais, on parlait, qu'un jour il est venu me voir, j'avais fait mes... Il me dit, Alfred, tu as l'air sérieux, tu mènes ton combat syndical, il dit, j'ai des archives pour toi, je te les donne. Il dit, quelles archives? Mais tu verras bien, les archives de la CGT de 1946 à 1948. Je dis, non, je les ai données parce que à l'époque, on n'était qu'une section syndicale, et je les ai donnés au syndicat, disons, CGT, des personnels administratifs de l'éducation nationale. C'était Jarry à l'époque, hein, qui a eu des problèmes avec les histoires d'examen, puisqu'il était responsable du secteur des examens. Moi, je n'ai pas voulu garder ça, moi. Hein. Parce qu'en tant que section syndicale, moi, je n'avais aucun pouvoir d'ester en justice. Hein. Il n'y avait que le syndicat qui peut ester en justice. Et là, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait un cahier. Il était trésorier. Et c'est par lui que j'ai su ça. Alors, quand en 58, j'ai foutu ça à travers la gueule de Perchet, ça n'a pas l'air de passer. Il s'est mis à taper du poing sur la table, il fait comme ça. Mais enfin, monsieur Piquet, vous qui revendiquez le droit d'avoir des opinions, on a bien le droit de penser ce qu'on veut de vous.
Oh, j'ai dit, monsieur le directeur général, parfaitement, vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous voulez de moi, tout comme moi, je suis libre de penser ce que je veux. Et que pensez-vous de moi? Oh, j'ai dit, je le pense si fort, monsieur le directeur général, que vous devez l'entendre. Il y en avait 2 syndicats. Les autres, c'était des sections syndicales. Il y avait le syndicat des Gobelins, Manufacture des Gobelins et Mobilier Gobelin. Ils étaient ensemble. Hein. Mais des artistes, hein, pas le personnel administratif, puisque c'est nous qui les avons pris après. Et il y avait le syndicat qui est le plus ancien, qui était le plus ancien syndicat de la fonction publique ensemble, le syndicat de la manufacture de Sèvres. Et les gardiens, ils ont été plus ou moins rattachés. D'abord, il y a eu une grosse section syndicale qui était notamment fournie par les ouvriers du Louvre, qui était rattachée aux ouvriers d'administration. À travers ils étaient adhérents directement à la fédération. Parce qu'il y avait la fédération avait créé un syndicat pour l'éducation nationale, le syndicat des ouvriers de l'éducation nationale. Il y avait aussi plus ou moins de sections, mais qui étaient rattachées à des personnels d'établissements universitaires, la section des gardiens des personnels des beaux-arts, mais enfin surtout les gardiens surveillants. Il y avait les archives. Le musée, ils étaient aussi un peu raccrochés, mais au musée, il y avait les gardiens qui étaient plus ou moins dispersés, il n'y avait pas. Mais les ouvriers avaient une bonne section syndicale, mais qui était rattachée à la section, au syndicat des ouvriers de l'éducation nationale. Que quand j'ai formé, que j'ai pris la section syndicale qui existait, il y avait un bureau, j'ai eu, je le dis, tout le temps, presque, sinon plus de femmes que d'hommes dans le bureau. Les 2 anciens qui restent, j'en ai les seuls, effectivement, qui ont fondé, c'est Louisette Blanchon et moi. Et j'étais trésorière à l'époque, quand on a fondé le syndicat. J'ai travaillé à la réunion des musées nationaux. Et d'ailleurs, quand elle est partie, c'est vrai, j'ai réussi à la faire nommer en cadre, quand on a sorti le statut alors qu'elle me cassait les pieds. Il y a eu 2 créations de syndicats. Avant le SGAC, on est parti de la section syndicale des administratifs rattachée au syndicat CGT de l'éducation nationale des personnels administratifs, mais on a créé le syndicat des personnels administratifs de la culture. Ensuite, on a aidé à la création du syndicat CGT des personnels de surveillance et de service, qui incorporait les archives, le personnel de service, les gardiens des musées, les écoles des beaux-arts et tout ça. Et ce n'est qu'après le 68 qu'on a créé le SGAC, avec le regroupement du syndicat des administratifs, du syndicat des personnels de service, du syndicat des personnels du mobilier national, d'abord des artistes du mobilier, parce que les Gobelins sont restés un moment à part, et avec le syndicat CGT de la manufacture de Sèvres. D'ailleurs, dès ce moment-là, le premier adjoint que j'ai eu quand on avait fondé le SGAC, c'était Bollé de Sèvres, qui était le secrétaire du syndicat CGT de la manufacture de Sèvres. Et ce n'est qu'après que, en fonction des évolutions, que nous voulions former plusieurs syndicats qu'on a créé, et qu'il y en avait déjà quelques-uns qu'on a créé l'USPAC. C'est toutes les discussions qu'on avait à l'intérieur de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires, disons les orientations de la Confédération, de façon à créer le plus possible l'intervention du plus grand nombre de camarades dans la prise de responsabilité. C'était à la fois, on était parti pour créer quelque chose de solide, pour bien amarrer, et une fois qu'on a amarré, on a dit il faut essaimer.
Mais ça, c'était dans les orientations confédérales et de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires. Je dois dire que c'était pas forcément avec l'accord de la fédération. Mais on les a convaincus. D'ailleurs, quand le syndicat des agents de l'éducation nationale s'est créé en syndicat, alors que c'était des sections des ouvriers et personnels de service de l'éducation nationale, ils ont choisi comme représentant de la fédération, ils ont demandé que ce soit moi qui représente la fédération. Et que je vienne leur expliquer comment on avait créé l'USPAC. Mais à ce moment-là, quand même, il y avait Georges, il y avait Françoise Bosman, on était un certain nombre de militants, et puis les militants des différents secteurs, on sentait qu'il y avait des militants qui étaient capables de prendre. On ne lâchait pas les gens comme ça dans la nature, mais qu'au contraire, on créait les conditions d'une expansion de la CGT au ministère de la Culture. Je me souviens du congrès, effectivement, parce que c'était le problème qui était posé pour pouvoir créer des syndicats. Mais on n'a pas pu les créer tout de suite. Et il y a des sections qui refusaient de se mettre. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fallu attendre encore plus de 10 ans, même si pas plus. Mais ça, on avait mis le pied à l'étrier.